routière de l'information Saint-Émile-Gator. La gare routière de l'information. Très heureux de vous retrouver. Avec toutes ses équipes, se retrouve en plateau. Je poserai la question à mes confrères en studio. Décryptage, analyse. Ça va être pire demain. Débat. L'ascension est méritée. Ce qui reste pour un pays, pour un peuple, c'est son histoire. Sont au rendez-vous de l'actualité, de la cité. La gare routière de l'information, c'est du lundi au vendredi de 11h à 12h30. À très bientôt, au revoir. Taxi FM, émission politique, sportive et culturelle, en direct. Mesdames, Messieurs, bonjour à tous. Nous sommes heureux comme un petit enfant parce que nous avons l'électricité. Et bon, pour comme des temps, on ne sait pas trop, mais on va y aller quand même. Nous sommes à la gare routière de l'information avec mes confrères où nous reviendrons sur pas mal de sujets. Bon, on ne parlera pas de la CET, rassurez-vous. Nous parlerons de l'inondation et surtout de ce communiqué du gouvernement togolais. On va disséquer, analyser le communiqué du gouvernement et la question même de permis de construire au Togo. On pourra l'effleurer très rapidement. Et puis après, dans la semaine ou la semaine prochaine, on pourra avoir des spécialistes pour évoquer clairement le sujet. La crise dans le secteur du coton, on va aussi en parler avec les producteurs du coton qui demandent carrément, purement et simplement, on va le dire ainsi, le départ de Olam, eh bien, une demande pour laquelle le directeur général de la SN n'est pas d'accord. Et il a dit dans un communiqué assez menaçant, on va peut-être aussi l'évoquer, puis parler de la santé. On parlera aussi du trading, puisque les patrons des forces armées togolaises n'est pas d'accord et met en garde les militaires qui se donnent donc au jeu de hasard. Je me demandais, lorsque j'ai lu le communiqué, si on va contrôler au niveau de la Lonato aussi les militaires qui jouent donc les Trinap, les Fonap, les quoi, comment, il y a beaucoup de noms là, Touchant, voilà. Si on va les contrôler aussi, on va en parler. Avec qui? Avec Francisco Napokura, Isidore Akolor et Acha Ibrahim en studio. C'est parti, destination 12h30. Taxi FM, la seule radio de débat, d'infos et de sport. Merci pour votre fidélité à la radio. Général Taxi FM Le Main. Oui, bien sûr, nous sommes à la gare routière de l'information. Vous pouvez nous rejoindre au fil donc de temps en nous envoyant vos messages SMS ou WhatsApp sur le 93 94 96 64 pour participer aussi au débat. Lorsqu'on sera autour de midi 20, là, vous aurez la possibilité de nous appeler en direct dans l'émission. Ce sera sur le 92 60 81 81. On n'en est pas là pour l'instant avec mes confrères en studio. Bonjour Acha Ibrahim, merci d'être là. Bonjour Saint-Éric-Gator, bonjour aux auditeurs, bonjour aux confrères en studio. Merci d'être là. Bonjour rebonjour Isidore Akolor. Bonjour Saint-Éric-Gator, bonjour aux fidèles auditeurs de la radio et mes salutations au panel. Merci d'être là. Rebonjour Francisco Napokura. Oui, rebonjour Eric, aux auditeurs et auditrices, et également bonjour à la CET. Vous nous avez gratifié aujourd'hui. Pour l'instant. Pour combien de temps, on ne sait pas trop. Mais on s'est dit qu'on ne parlera pas d'eux véritablement, mais on va parler de l'inondation. Vous savez, la pluie, c'est... En tout cas, la météo a été claire et puis les prévisions tombent. Et on nous dit que ce sera ainsi jusqu'au mois de septembre. Eric, pourquoi on ne peut pas parler de la CET? Bon, enfin, il nous intéresse plus tellement, on est habitué, quoi. On est habitué, on ne peut pas rester dans... Nous sommes habitués avec les coupures, ça va, ça rythme notre vie, notre quotidien. Peut-être qu'on pourra parler du fait que... Vous placerez un mot, t'inquiète, parce que c'est la liberté, vous allez placer un mot, surtout sur les factures qui sont gonflées. Curieusement, parce que nous avons moins d'électricité et puis les factures qui sont gonflées, on pourra en parler. J'ai eu à lire une facturation cette semaine où la personne qui payait, je crois, autour de 32-34 000, sa facture du mois passé qui est venue à 147 000 francs. Et on se posait la question, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Bon, enfin, alors, parlons de l'inondation et surtout du communiqué du gouvernement que tout le monde a lu, et il y en a qui se sont dit, mais attendez, là, que se passe-t-il?
Est-ce que vous avez lu le communiqué du gouvernement, Tcha Ibrahim? Oui, le tout premier. Le tout premier du gouvernement, la semaine dernière. Oui, la semaine dernière. Oui. Je l'ai lu, je l'ai parcouru. Et j'ai été étonné en ce sens que quand il y a une situation de crise, une situation d'inondation comme celle que nous vivons actuellement, un tel communiqué n'est pas de nature à rassurer, parce qu'un gouvernement est avant tout là pour rassurer la population, pour prendre des mesures face à certaines difficultés, face à certaines situations. Mais le communiqué qui a été pondu par le gouvernement est un communiqué qui rentre un peu dans la sensibilisation. On dirait que c'est une ONG ou bien une association de quartier. Non, en même temps, on ne va pas exagérer. Non, je sais de quoi je parle, parce que ça... dire aux gens qu'il faut le numéro 100 et le numéro 170, il faut quitter les lieux inondables. Ce n'est pas ce que la population veut dans une telle situation. Je voulais quand même passer à ceux qui n'ont pas suivi le communiqué du gouvernement sur le sujet. Alors, dans le communiqué du gouvernement, on dit ceci, il ne va pas tout lire, hein. Il dit au regard des prévisions météorologiques qui annoncent de grandes pluies pouvant aggraver les risques liés à l'occupation des zones inondables. Voilà le premier phrase. Lié à l'occupation des zones inondables et entraîner la submersion ou la défaillance technique des installations de protection contre les inondations telles que les bassins de rétention d'eau pluviale. Il est demandé à tous les habitants de ces zones de redoubler de vigilance et de prendre des dispositions pour d'éventuelles actions d'évacuation, afin de prévenir ces phénomènes d'inondation qui deviennent de plus en plus récurrents à raison de dérèglements climatiques. Le gouvernement invite la population à éviter d'occuper les zones inondables et d'y ériger des constructions. À cet effet, il est rappelé à l'attention de tous que l'obtention du permis de construire est obligatoire pour entreprendre tout projet de construction de quelque nature que ce soit. Ça, c'est le communiqué du gouvernement en date du 6 juin. Et c'est de ça que vous parlez. C'est de ça que je parle. Et je disais que là-bas, il a été question de dire aux gens de prendre des précautions. Alors qu'en réalité, un gouvernement met en place des infrastructures, prend des décisions et apporte des solutions. C'est pourquoi le communiqué suivant m'a un peu rassuré, parce que là-bas, ils ont dit qu'ils ont requis les motopompes de Eboma pour pouvoir évacuer les eaux au niveau des bassins et tout. Donc voilà des actions. Et moi, ce que j'aurais voulu, par rapport au premier communiqué, c'est de nous dire par exemple que l'État a acheté tel nombre d'ambulances, l'État a acquis du matériel beaucoup plus sophistiqué. L'État a acheté des NATS. Non, a acquis des choses, je parlais des ambulances, par exemple, pour les sapeurs-pompiers, à renforcer comment l'appelle-t-on, les capacités opératoires des sapeurs-pompiers. Et au niveau des bassins de rétention d'eau, il y a des dispositifs de pompage automatique qui sont installés. Lorsqu'il y a le surplus, ça va évacuer, et l'État pense en même temps à un système de vases communicants, comme nous l'avons dit, au niveau des bassins. Si un tel communiqué venait, ça va rassurer les populations. C'est comme le gouvernement a pris des initiatives. Mais quand on est toujours dans la sensibilisation, c'est ce que nous avons fait. Même au temps chaud, même pendant l'Harmattan, quand on venait à une émission ici, on disait ça. Que les gens prennent les dispositions, que les gens ne comptent. C'est ce que tout le monde a l'habitude de dire. Et un gouvernement, dans une telle situation, dans une situation d'inondation, ne devait pas aller avec ce communiqué. Vous comprenez? Il faut annoncer des actions. C'est ça. C'est ce que nous attendons du gouvernement. Isidore, qu'est-ce que vous en pensez? Non, c'est symptomatique de la démission de l'État togolais. Pourquoi vous parlez de ça? Ah oui, le problème de Lomé, ce n'est pas les bassins qui vont résoudre ça. Oui, mais en même temps, c'est pas, le gouvernement a dit dans son communiqué, c'est pas lui qui a créé le problème du dérèglement climatique. Non, non. Un problème est là, il faut trouver des solutions. Non, des gens ont construit dans des zones inondables. Alors, on est là aujourd'hui. Tu vas me dire que Kagome était une zone inondable? Kagome, hein? Bon, c'est pas Zoloba était une zone inondable. Mais, écoutez, on est né à Lomé. On connaît l'architecture de Lomé. Je dis que c'est une démission de l'État. Tout de suite, vous voyez le littoral. Du Libéria jusqu'au Nigeria. Aucun pays n'a opté pour la rétention d'eau. Nous ne pouvons pas avoir cette possibilité d'avoir le fleuve ou la lagune et la mer
et opté pour la rétention d'eau. Oui, ça, vous l'avez dit, je crois, la dernière fois. Oui, je continue pas à le dire. Et ça, je voulais qu'on s'intéresse au communiqué du gouvernement. Mais c'est une démission. C'est l'expression d'une démission. C'est l'expression d'une démission. Il donne l'alerte, là. Il dit aux populations, alerte. prenez vos dispositions. Quand vous avez... Et qu'il est prêt à évacuer ou à reloger les gens. Les gens qui avaient construit leur immeuble à l'époque n'étaient pas menacés par l'inondation. C'est eux qui ont créé de toutes pièces cette inondation. Avec ces systèmes de rétention d'eau, au lieu de drainer l'eau, soit vers la lagune, soit vers la mer. Je maintiens toujours ma position. Je reste droit dans mes bottes. D'accord, très bien. On a compris votre position. Vous, Francisco Napoca, quelle est votre position par rapport à ce communiqué du gouvernement, le communiqué du 6 juin, je le précise très bien. Non, comme il a dit, c'est une démission de l'État. Encore que demain, on nous dira que c'est un gouvernement qui liquide les affaires courantes. Donc, c'est normal le contenu de ce communiqué, parce que peut-être qu'ils vont dire qu'ils ne peuvent pas prendre des décisions stratégiques. Oui, mais en même temps, c'est un État. C'est parce que le gouvernement démissionne que tout s'arrête au Togo. On est d'accord là-dessus. Non, ben, nous le dirons, puisque les gens ont mis beaucoup derrière la crise sanitaire pour justifier les défaillances du fonctionnement d'un État. Et vous savez, démission, ce matin, nous avons parlé du carrefour chinois de Bafilo, oui, qui tue les gens tous les jours avec son lot d'accidents. Nous sommes allés aujourd'hui à leur proposer au moins de mettre des ralentisseurs. Ça fait des années. C'est pas la population qui a créé ce carrefour. On avait la nationale numéro 1, mais c'est lorsqu'on a fait le contournement qu'on a créé ce carrefour. Et on se demande quels sont ces gens qui ont suivi les travaux. Non, attendez, quand je vous écoute, j'ai le sentiment que vous voulez dire que en réalité, il n'y a pas de problème. Oui, il y a de problème nulle part et que c'est le gouvernement qui crée des problèmes partout. Bon, attendez, non, mais on ne va pas exagérer comme ça. C'est après les travaux commandés par le gouvernement qu'on a livré il y a environ 9 ans que nous avons ce carrefour accidentogène et qui ne dit mot à personne. Donc ça, ce n'est pas la nature. C'est l'homme. Maintenant, j'en reviens également à une de nos publications. Nous avons dit que nous avons été au nouveau marché, c'est-à-dire que le marché acier qui a été déplacé sur Togo-Grain. Oui, et qu'il y a des arbres, de gros arbres qui pendent sur les champs. Et c'est les arbres qu'on appelle communément Maoguin. Oui. Ceux qui ont pris la route Kassamblaka dimanche ont vu que ces mêmes arbres ont été déracinés. Et ça se passe régulièrement au niveau de la nationale. À l'hôtel de l'université. Le MED, sur la voie. Oui, le MED. Déracinés. Je n'ai pas dit que les branches sont tombées. C'est déraciné. Donc si depuis janvier, nous avons attiré l'attention de l'autorité que ce danger plane sur la tête des gens que vous avez déplacés là-bas. Et que demain, une branche tombe sur quelqu'un, ce n'est pas l'homme qui s'est exposé, mais c'est le gouvernement qui l'a exposé. Et pour en revenir à la question de ce communiqué, mais on nous parle de quoi des gens qui ont opté de construire dans des zones inondables. Voilà, heureusement. Sans permis. Heureusement. Il y a des citoyens qui sont allés quand même construire dans des zones, quand vous voyez. Non, d'accord. Eric, pourquoi les gens n'ont plus construit derrière le camp militaire et Adema? Pourquoi les gens ne décident pas d'aller construire à la cité OUA? Parce que l'État a interdit. Pourquoi l'État ne peut pas interdire les zones identifiées inondables? Il y va de la responsabilité de l'État. Donc c'est vous qui allez venir ici crier que non, que c'est de l'arbitraire. Je dis, les gens n'ont pas construit dans l'emprise de la lagune de Baie, et sinon dans l'emprise du camp hérité, et ne vont pas construire à côté de la maison de Eadema à Pia, parce que c'est interdit. Ou bien, pourquoi faire respecter certaines règles et laisser d'autres et dire après que c'est la population? Vous voyez, donc, il y a beaucoup d'autorité. Quand je prends le ministre Sani Yaya,
Oui, à Dido Gomé. Ah, Dido Gomé. Bon, je sais pas s'il a d'autres maisons, mais je connais pas Dido Gomé. Avec le doyen Feu Charles Kondi Agba. Oui. Heureusement qu'ils ne sont pas de la jeunesse. C'est des gens anciens qui ont décidé de construire dans ces zones. Si ce n'est pas que le ministre Sani Yaya est détenteur d'un portefeuille ministériel lourd, où c'est de chez lui que les décisions partent, il doit être dans la merde. Dans l'eau actuellement. Je connais la maison de Aoumé Zounou. Ah. Oui, l'ancien Premier ministre. Voilà, l'ancien Premier ministre. Mais lui aussi. Iranaoui. Oui, mais il a une autre ici. Comment l'appelle-t-on? Léo 2000, au fond là-bas. Il y a beaucoup d'autres maisons. Je vous ai dit la dernière fois, quand vous prenez le bassin Léo 2000, mais quand on vous identifie les personnalités, des gros magistrats, des officiers qui sont dans la... Parce qu'il y a des citoyens aussi. On ne va pas citer les grands. Heureusement que ce n'est pas l'actuelle génération, mais c'est les anciens qui ont décidé de construire dans ces zones. Donc, qui ont pris la décision. Est-ce qu'à l'époque, c'était des zones inondables? Non, vous n'étiez pas des zones inondables. Oui, voilà la situation. Maintenant, regardez comment on veut résoudre le problème. La dernière fois, j'ai été surpris de voir que c'est les camions citernes de Ebomaf, au niveau de Délion, qui viennent pomper l'eau. Mais où est le problème? C'est la solution. C'est la solution. Pour le moment. C'est pas la solution. Non, pour le moment. C'est un mauvais choix. Attendez. Quel est le problème? Parce que c'est Ebomaf qui vient pomper l'eau. Quel est le problème? La pompe qui est là-bas, qui était là-bas, qui est tombée en panne, cette pompe a une capacité. Pas un petit groupe qui vient pomper l'eau pour mettre dans un camion citerne. Et j'ai suivi, vous savez où ils sont partis déverser? Non. Voilà. Vous voyez, Atido Gomé Douane là. Oui. Atido Gomé Douane. Il ne déverse pas dans le bassin, mais il déverse dans les rigoles à côté. Oui, parce que c'est rigole. Il y a un système de drainage. J'ai suivi pour voir qu'est-ce qui se passe. Ça veut dire, quand vous voyez Ebomaf autour, ça veut dire déjà que Ebomaf est en train de lorgner le marché de canalisation. Mais c'est comme ça. Non, c'est l'État qui l'a sollicité. C'est l'État qui l'a sollicité. Et jusqu'à preuve de contraire, c'est la seule entreprise qui a cette capacité de pomper de l'eau et qui a le matériel. Est-ce que c'est un bon choix? Non, mais face à l'urgence, je pense que l'État peut opter pour la solution qui est sous sa main. C'est ça. À la fin, qu'est-ce que vous voulez? Il y a un problème. On sollicite quelqu'un pour venir nous aider à solutionner tant soit peu le problème. Vous dites que c'est un scandale? Écoutez, c'est un scandale. C'est un scandale en ce sens que nos aïeux avaient pensé. Oui, mais ça non, pour leur, nous sommes dans une situation d'urgence. Mais reconnaissons que nous avons fait un mauvais choix. Et arrêtons d'aller dans ce sens. On ne retient pas l'eau. D'accord. Tout le monde le sait. Hein? Oui, on ne retient pas l'eau. Pourquoi on peut canaliser. Non, il faut drainer l'eau. Oui, c'est ça. Il faut créer des circuits de canalisation pour les drainer. Voilà. Nous ne pouvons pas être. C'est un scandale, c'est une honte nationale. Parce que les gens m'ont appelé de l'extérieur et me disent mais qu'est-ce qui se passe à Lomé? Pourquoi nous avons fait ce choix-là? Peut-être certains ont des avantages pour dire que bon, et construire les bassins. Non, nous avons la lagune, nous avons la mer. Et les gens veulent avoir ça. Mais non. Pas. Il y a, on ne laisse pas. Je crois avoir lu. Il y a un rapport après chaque pluie que la NPC publie, et avec des photos à l'appui. Et il y a des zones qui sont inondées, mais bon, nous connaissons ces zones, ce ne sont pas des zones inondables, hein, mais il y a quand même l'eau là-bas. Ah oui. C'est ça la situation. Et donc, on ne pourra pas dire fondamentalement que ce sont des zones inondables. Mais ce ne sont pas des zones inondables. Alors, le gouvernement parlait de permis de construire. Ouais. Alors, combien sommes-nous au Togo à ériger des immeubles et avant ça, à avoir un permis de construire? Les gens ont le permis de construire, mais ils sont inondés. Les gens ont construit avec un permis de construire. Ah ouais? Mais ils sont inondés actuellement. Ce n'est pas le problème de permis de construire. Non, c'est un problème d'aménagement. C'est un problème d'aménagement. C'est tout. Et d'assainissement. C'est tout. Si on avait fait un plan global avec un suivi rigoureux, en intégrant de temps en temps les nouveaux enjeux, je parle par exemple des changements climatiques, depuis 2005 on parlait de ça, les politiques publiques devaient intégrer ce facteur-là en initiant des projets, dans leur politique publique. Ça n'a pas été fait, c'est ça le problème, et ça nous rattrape.
C'est ça le problème. Entreprise de Moi, l'Union. je ne dirais pas qu'il y a eu démission de la part de l'État, parce que l'État, à un moment donné, lorsqu'il y a eu les situations de 2008, Oui. il y a des solutions qui ont été trouvées. Mais seulement ces solutions ont été éprouvées. Donc c'est pourquoi nous demandons de la part des autorités, lorsqu'il y a des situations, allons vers des analyses beaucoup plus poussées. Allons vers le long terme, avec des projections. Ne faisons pas du rafistolage. Oui, mais il y a eu une C'est ça qui réunion- nous crée des il y a eu problèmes une réunion actuellement. de haut niveau, je crois, le week-end dernier, qui aura permis de sortir le second communiqué du gouvernement dont vous avez parlé là. bon, Voilà. au niveau. Oui, enfin, c'est ce qu'on a dit. Ça a permis à toutes les structures De n'est-ce pas, comprendre oui, impliquées, la donc, situation voilà, et de proposer des solutions. C'est Et comme ça, on règle les problèmes. Eric, dis-moi, entreprise de la zone, entreprise de l'Union, Oui, c'était une zone inondable? non. Aujourd'hui, allez-y. Voilà. Oui, ça, on le voit. Les cas aussi, mais tout ça. Pharmacie Bézé et ses environs. Mais voilà. Vous- Ça, voilà, et ses environs. Et quand je dis pharmacie Bézé et ses environs. mais ils ont aussi une Ça- rétention d'eau là-bas. Voilà, donc quand cette rétention va être débordée, ça veut dire que la cité Millennium, ou bien je sais pas quel nom on le donne, Bon, on va- est potentiel, parce que ce carrefour Novici Hmm. est aujourd'hui inondé lorsqu'il pleut. C'est après la pluie que l'eau se dégage. Oui, Mais pas à la longue. j'ai vu aussi une vidéo ce matin, moi je ne l'ai vu que ce matin, et authentifié aussi, c'est l'hôpital de Baie, Ah oui. une partie de l'hôpital de Baie qui est sous l'eau. Ah Mais oui? je te dis que. Ah non, mais attendez. Ablakame, quand Ablakame est inondé. Et Toko, Est-ce que là-bas, on va parler encore de permis de construire? Toko qui est sur la Ça colline. m'étonnerait quand même. Voilà. Ouais, ouais. Donc, Ablakame, qui qui a une zone sableuse, aujourd'hui est inondée. D'accord. Alors, ce que je voulais préciser aussi, puisque j'évoquais tout à l'heure la réunion qui a eu lieu le week-end. Alors, il y a eu un communiqué même à l'appui. Hein. Le gouvernement a dit gestion coordonnée des inondations dans le Grand Lomé, action urgente. Le comité technique de suivi des actions urgentes de réponse aux inondations dans le Grand Lomé, mis en place par le ministre Khalis Madjulba, poursuit sa mission. Ce comité composé de l'ANPC, ANASAP, Travaux publics et BOMAF et assainissement a effectué une évaluation technique afin de trouver une solution durable au bassin de Lyon et Caméléon le 8 juin sous la supervision du ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Alors, il a été décidé de renforcer le dispositif de pompage des eaux sur les deux bassins de Lyon et Caméléon, et poursuivre le curage des caniveaux. Voilà des Une solutions. solution. On a une réponse. Non, c'est un C'est ce qu'on palliatif. attendait. Ah non, C'est un mais- palliatif. Oui, pour le moment, dans l'urgence, Écoutez, nous sommes dans une situation urgente. Dans Dans l'urgence, on ne peut pas l'urgence, faire un curage. Excusez-moi, dans l'urgence, on ne peut pas fait faire un un Oui, curage. mais on fait Vous le savez, pompage. J'ai dit, dès les premières pluies, ou bien peu avant, nous avons adressé un courrier formel au ministre. À Tampa Express. Oui, Tampa Express, au ministre des Travaux publics, avec copie au ministre de la Sécurité, par rapport à ce risque d'inondation. Je pense qu'on en a même parlé. Oui, on en a parlé. Merci, Média Show. Nous l'avons publié même dans Tampa Express. Ça veut dire que depuis, les dispositions ne sont pas prises pour anticiper sur le drame. Très bien. On parle Non. de... Attends. Bon, de toute façon, C'est nous sérieux. avons, par rapport au permis et aux immeubles, tout ça là qui pousse partout, nous avons un article prochainement. J'ai juste 2 minutes pour passer à nous suivre. Oui, non. Juste 2 minutes. Avant d'y aller, je veux raconter l'histoire aujourd'hui d'une zone qui n'était pas inondable et aujourd'hui est inondée. À Giacomi, Ah, Guillaume. le bateau. Oui. C'était pas une zone inondable. Mais aujourd'hui, les gens sont obligés, quand il pleut, de pouvoir trouver des pompes. Des motopompes. Des motopompes pour pouvoir évacuer évacuer l'eau sur la rue de la gare. Ce n'est pas normal. Vous savez ce qui s'était passé? Il y avait une bouche d'égout Oui. à ce niveau qui drainait l'eau directement dans la bus. Oui. Quand on a construit la voie là, on a supprimé la bouche d'égout. Voilà. Ah bon? On a supprimé la bouche d'égout. Il vous souvient que Dorothée Tabiou, dans une de ses Ah oui, émissions, oui. il a créé des problèmes. Il a créé des C'est en problèmes. ce moment que C'est là où. la route Oui, oui. s'était affaissée
et au niveau de nos plateaux. Très bien. Monsieur, merci beaucoup. Alors, les auditeurs peuvent réagir à tout ce dont on est en train de parler ici en nous envoyant pour l'instant leur message sur le 93 94 96 64. C'est notre numéro SMS et WhatsApp. Je rappelle, 93 94 96 64. Alors, il y a un auditeur qui nous dit les écoles primaires qui sont inondées n'avaient pas de permis de construire, ou bien ceux qui construisent donc ces écoles ne savaient pas que ces zones étaient des zones inondables. Un autre auditeur qui nous dit ce régime de son temps est une honte. C'est ce que dit l'auditeur. Bon, d'accord, c'est son avis. Quand on parle d'occupation de zones inondables et de permis de construire, il y a des gens qui ont des parcelles à Kégué-Zoubedi qui ont du titre foncier et on vient nous parler d'occupation de zones inondables. Dit n'importe quoi, dit donc l'auditeur. Il est un peu en colère. Un autre qui nous dit ceci. La population. Bon, un autre qui nous dit chaque jour vous ouvrez les yeux des populations. Merci à vous. Bon, enfin, s'il y avait volonté et savoir-faire, on devrait avoir un beau pays par son paysage et une belle ville de Lomé à travers les lacs et lagunes avec des ponts innovants sur ceux-ci. Malheureusement, on est inondé malgré cette générosité de la nature. Vous avez lu le message aussi? Comme Monaco. On peut faire de Lomé, Monaco, comme Abidjan. Il y a un auditeur qui nous dit un gouvernement réactionnaire est un gouvernement démissionnaire. Ceux qui nous gouvernent ont atteint donc leurs limites, dit donc cet auditeur. Bon, on va s'arrêter là pour les messages et pour l'instant, on y reviendra. Je voulais qu'on aborde un autre sujet. Et ce sujet, c'est l'agriculture et le coton. Le gouvernement est arrivé à conclure il y a encore quelques années que ses fils ont démissionné ou ses fils sont incapables de gérer et a fait appel à une entreprise étrangère qui était soupçonnée de chercher à empoisonner nos populations. Je veux parler du riz. Vous vous rappelez de cette histoire de riz, de cette cargaison de riz qui est allée à Abidjan. On a refoulé et qui est venu ici à Lomé. À Abidjan, cette cargaison où les patrons à l'époque avaient présenté une expertise venant de NHU. Vous vous rappelez? Oui. Je ne veux pas trop élever la voix là-dessus. Et puis après, et quelques mois après, on entend que Olam va gérer le coton ici au Togo. Ils ont une part de 51%, je crois, si je ne m'abuse pas. Et puis voilà. Aujourd'hui, c'est les cotonculteurs qui demandent à l'État de faire partir cette structure parce que, eh bien, ils n'en peuvent plus. Est-ce que vous comprenez leur réaction, Isidore? Oui, mais c'est prévisible. C'est prévisible en ce sens que on ne peut pas chercher quelqu'un de l'extérieur pour venir développer notre pays. Certes, c'est SN, comment on l'appelait à l'époque? NST. Oui. Avait des tares. Mais on peut les corriger. Avant, c'était Sotoko. Ouais. Et mais ça a marché. Mais arrivé avant nous, ça ne marchait plus. Oui, il faut seulement taper du poing sur la table pour redresser les gens. Au lieu d'aller chercher quelqu'un, un kidam, qui viendra se sucrer derrière nos dos. C'est ça le problème auquel nous sommes confrontés. Aujourd'hui, Fonia Singbe doit se mordre les doigts. Parce que... Ah bon? Ah oui, celle qui a facilité l'avènement de Olam. C'est lui. Qu'est-ce qu'il dit? Des gens qui rapatrient. Vous avez su, tout ça là, on savait ce qui s'est passé, mais quand tu vas publier, on va décréter des problèmes, tester en justice. Aujourd'hui, ça couvait depuis. Ça couvait depuis, c'est aujourd'hui, c'est les cotonculteurs qui en parlent. Et alors, on va se saisir de ce dossier. Oui, c'est d'ailleurs pour ça que nous on en parle ce matin. Alors justement, 2 jours, je crois, après donc cette sortie des cotonculteurs, il y a le directeur général de la nouvelle société cotonnière du Togo, NSCT, qui a sorti. Oui, bien sûr, puisque c'est ça la structure là. Quel est le rôle? Oui, mais écoutez, l'État est toujours dans la structure. L'État a une part de 49% et Olam a une part de 51%. Dans cette histoire-là. Vous voyez comment... Et c'est pour ça que les cotonculteurs demandent à l'État... C'est pourquoi on braque. Vous voyez comment on braque. Non, attendez, moi je ne veux pas venir là pour l'instant. Alors je voulais juste faire mention de la réaction du directeur général
de cette structure après la sortie des cotoculteurs. Alors, dans sa note d'information, le DG exprime, c'est ce qu'il écrit d'ailleurs. Son nom. Martin Drevon. Il faut informer l'opinion. Il dit, oui, bien sûr, il dit exprimer son profond étonnement suite aux déclarations de monsieur Kourofei, qui est le président de la Fédération nationale des groupements de producteurs de coton. Ces propos, non seulement inexacts, menacent d'ébranler l'ensemble de la filière cotonnière, de mettre en cause les efforts collectifs des différents acteurs et de démobiliser les producteurs. Notre surprise est d'autant plus grande que des réunions étaient en cours entre la fédération et la nouvelle société cotonnière en vue de préparer la nouvelle campagne avec une rencontre prévue hier, mardi, au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement Rural. Alors, en sa qualité d'actionnaire, la Fédération nationale des groupements de producteurs de coton est représentée au conseil d'administration de la nouvelle société cotonnière du Togo, où siège également le monsieur Kourofei. Il y a ainsi toute l'attitude de faire part de cette récrimination au sein de ce cadre officiel. Face à cette situation préoccupante, une réunion d'urgence du conseil d'administration de la nouvelle société cotonnière du Togo sera convoquée dans les plus brefs délais afin de statuer sur les conséquences potentielles de cette déclaration. Voilà donc la réponse. Que je pose. Le directeur là, il est cotoculteur? Bon, il est à la tête d'une structure. Il n'est pas directement paysan, au niveau de la fédération. Et Adema disait que c'est celui qui est au niveau de la latrine qui sent son odeur. Celui qui est... Vous avez écouté le message qu'il a posté. Le message là. Attendez. En Europe, les douches ne sentent pas. Non, je n'en disconviens pas. Même actuellement, là, il n'y a pas. Je n'en disconviens pas. Mais écoutez, c'est-à-dire que il subit les conséquences. Oui, mais attendez, il a dit quelque chose. Ces gens qui dénoncent, ils font partie d'une structure. On sait comment ça fait son auto. Et dans ce cadre, ils peuvent évoquer le problème qu'ils exposent aujourd'hui. Combien de fois ils n'ont pas évoqué ça? Approchez-les. Ah bon? Il faut les approcher. Est-ce qu'ils ont pris en considération toutes leurs récriminations depuis l'arrivée de Olam? Mais qu'est-ce qu'il veut dire? Lui, il n'est pas acteur. Il n'est que fonctionnaire ou commis d'État. Mais ceux qui se décarcassent pour pouvoir faire la production, c'est eux qui parlent. C'est eux qui parlent. Bien. Acha Ibrahim, quel est votre commentaire sur ce sujet-là? Non, il s'agit de voir est-ce que il y a eu ce que nous appelons l'atteinte des objectifs, parce que quand Olam est arrivé, on a décliné un certain nombre de choses. On a dit qu'avec Olam, le secteur du coton allait être motorisé, mécanisé. On a dit que la production aussi allait augmenter. On a parlé aussi la productivité, tout ça là, on a parlé aussi des mesures incitatives pour les cotonculteurs, tout ça là. Mais au bout du compte, on se rend compte que ce n'est pas ça, parce que les résultats affichés en 2002 c'était en deçà des prévisions. Oui. Et en 2023, c'était dit que ça devait 2023, ça devait augmenter, mais ce n'était pas le cas. Et la production a baissé, hein, c'est allé jusqu'à 67 000 tonnes au lieu des prévisions qui allaient à 140 ou bien de 200 000 tonnes. Voilà, donc il n'y a pas atteinte des objectifs. Les résultats ne sont pas au rendez-vous. Il va de soi que les cotonculteurs soient énervés, parce que ce n'est pas ce qu'on leur a dit. Au moins avec l'ancienne structure, ils arrivaient quand même à jongler. Et vous savez aussi qu'il y a eu une crise d'engrais ces 2 dernières années. Et dans les cahiers de charges de Olam, c'est dit qu'il y aura une meilleure redistribution, une meilleure distribution plutôt des intrants. Mais ce n'est pas ce que les cotonculteurs ont constaté. Donc voilà, alors, il y a des enchaînements. Monsieur Kourofei, excusez-moi, allez-y. C'est que Olam s'est beaucoup plus intéressé au soja. Plutôt que au coton? Au coton. C'est ce que cela semble dire.
Allez-y à Mifa. Comment ils sont enterrés au lama? Alors, Monsieur Kourofei, qui est le PCA de la Fédération nationale de groupement des producteurs de coton, la dernière fois, il dénonçait ceci. Il disait précisément, et ces propos ont été rapportés par le confrère l'interview.tg, on salue notre confrère Narcisse Prince Abodjan ce matin. Il dit, avant l'arrivée du groupe, il existait un comité composé de producteurs, de l'État et de l'ensemble des actionnaires qui vérifient quand la date du prix de vente de coton fibre est le plus élevé possible. Et c'est ensemble que la date de la vente est fixée. À l'arrivée du groupe Olam, ce comité a été dissous. Olam seul a avoir l'exclusivité de l'achat du coton graine et au moment de la vente du coton fibre, le groupe et ses filiales rachètent la fibre pour revendre seul. Le groupe Olam a droit d'acheter jusqu'à 60% du coton fibre par droit de veto de toute la fibre produite et les 40% restants peuvent être laissés aux autres fournisseurs. C'est encore Olam qui les vend. Ça, c'est ce qu'il a dénoncé la dernière fois. Je vous vois sourire à peu près. Et je sais que vous êtes aussi dans ces trucs-là. Dites-nous, quel est le problème, Francisco Napoko? C'est les rapaces dans la République. Comment ça? Ah oui. Vous savez, cette histoire de coton, nous l'avons abordée 3 fois dans Tampa Express oui, je sais. J'ai lu. 2023. Oui, bien sûr. Et nous l'avons annoncé d'abord. Même j'ai relu le texte la dernière fois. Ok. Nous l'avons annoncé en quittant le soja sur la pente glissante du coton. Oui. Et effectivement, le soja en est arrivé là, aujourd'hui. Et donc, l'article diagnostic qui est parti de l'historique depuis l'introduction du coton au Togo dans les années de l'indépendance, en passant par les années 70, mais on a sorti les statistiques. Et même, à un moment donné, on avait failli même installer, disons, une société de grainage à Kabou pour pouvoir traiter les fruits qui venaient de Guérenkouka et autres. Et donc, nous avons déjà vu que le problème est là, parce que ce qu'on a promis, c'est-à-dire que la filière, c'est-à-dire Sotoko, NSCT qui a été, disons, vendu à 51% pour chose, n'avait qu'un objectif d'environ 80 000 tonnes pour atteindre ce que l'État voulait en 2025. Ah, ok, d'accord. Ça veut dire que le management qui existait, qui avait des problèmes, avait des conflits de personnes énormes à l'intérieur. Ça, c'est vrai. On aurait pu juste régler ce conflit, assigner des indicateurs de performance à la société et on aurait atteint ces objectifs sans un rond de l'extérieur. D'ailleurs, est-ce qu'il y a eu un rond qu'on a amené pour ajouter? Puisque tout ce qui fonctionne là-bas, c'est ce qui existait avant l'arrivée de Olam. Il n'y a pas trop de changements. Ouais, regardez, les camions de Olam, c'est les camions de Mathusalem pour ramasser les cotons, les choses. Les bennes. Voilà. Maintenant, nous avons une troisième production que nous devrons livrer et disons en début d'année, mais nous avons écrit à la fédération une lettre de demande d'information pour leur demander est-ce que véritablement les dirigeants de Olam là, Martin Drevon et son équipe sont à la hauteur de la mission confiée et autres. Et même une autre lettre au directeur que nous lui avons répercuté, même si son numéro est WhatsApp, après avoir déposé en bonne et due forme les lettres déchargées. Mais on n'a pas reçu de réponse. Et ça ne nous étonne pas parce que c'est une escroquerie sur laquelle roulent les gens. Alors, ce qu'ils demandent aujourd'hui, c'est cette fédération, je veux dire, parce que la dernière fois aussi, cette fédération précisait que hier, les producteurs commandaient les intrants par la fédération. Mais aujourd'hui, c'est le groupe Olam qui a l'exclusivité des acquisitions des intrants. Les producteurs ont aussi confié ne plus maîtriser le processus de marché public. Mais c'est quand même bizarre tout ça. Et ce qu'ils demandent aujourd'hui, c'est le départ pur et simple de Olam. Attendez là. Est-ce que ça a une chance d'aboutir? Ça a une chance d'aboutir, je ne pense pas. Voilà. Parce que le groupe Olam
non seulement a les mêmes mises sur le coton, mais on lui a donné également Le soja. la PIA, La PIA. industrie textile et Ils soja. ont tout pris. Oui, c'est toujours eux. Ce qui veut dire que si vous les renvoyez de la NSCT, ça va avoir des répercussions Sur l'industrie textile. sur les deux industries. De toute façon, les deux industries sont des feux de paille. Ils vont les attendre Vu de loin, nous, de loin, les deux industries sont déjà en train de sombrer. Est-ce que vous voyez? Et c'est pourquoi c'est pourquoi il menace. Parce qu'il sait qu'il a notre couille dans les mains. D'accord? Donc, et toutes ces sociétés sont créées et ici. C'est-à-dire de droit togolais. Donc, vous n'allez les poursuivre nulle part. Ils sont venus avec leur trolley. Ils vont repartir en laissant des dettes énormes dans les banques. Parce que c'est des gens qui ont raclé l'argent dans presque toutes les banques. Et ils ont acheté le soja, parti. Ils ont acheté le coton graines, coton fibre, parti. L'argent n'est pas revenu. Actuellement? Non, l'argent ne revient pas. On a toujours dit qu'on ne protège pas l'investissement au Togo. Vous ne pouvez pas donner la possibilité aux gens de venir s'installer. Et au fur et à mesure, systématiquement, ils rapatrient les fonds. Par exemple, quand vous prenez ce qui est en train de se passer, Oui, mais attendez, ils ont déjà créé... Attendez, parce que... Écoutez, on peut pas... Non, ça m'embrouille pas, mais ça dit qu'on ne peut pas avoir des investisseurs qui viennent chez nous et vous nous renseignez qu'ils travaillent et puis ils rapatrient les fonds. Ils sont dans la zone franche. C'est des businessmen. Oui, mais ça ne se passe nulle part comme ça. Mais c'est ce qui se passe au Togo. Je vous donne un seul exemple. Non, mais attendez. Non, je vous donne un seul exemple. Loudia Loudik, nous l'avons titré dans Tampa Express. Oui. Un certain, de qui là, qui est venu, qui a pris Loudia Loudik, Pefako, qui est dans la zone franche. C'est-à-dire que la société là, de cotisation d'argent, les gens vont jouer l'auto là. C'est dans la zone franche. Vous comprenez? Exonération fiscale, tout ça là. Je dis que tous les revenus sont systématiquement rapatriés. Et même ils ont créé le flou en prenant de l'argent chez la Côte d'Ivoire, que nous allons aider Lydia Ludic de la Côte d'Ivoire qui a des problèmes, des difficultés de trésorerie. Et c'est comme ça, ils prennent aussi l'argent ici qu'ils veulent venir au secours d'autres. Et donc tout cet argent-là part et ne revient pas. Au moment où la Lonato a senti que cette société est en difficulté, ne peut plus, quand on a saisi la société, on a fermé les portes, on s'est rendu compte que les comptes bancaires de la société même sont déficitaires. C'est-à-dire que la société doit aux banques. Bon, vous n'avez pas, je dis, c'est ceux qui ne fabriquent pas, ceux qui collectent l'argent dans les machines et qui fixent les règles du jeu. Oui. Qui gagne et à quel pourcentage vous devez atteindre pour pouvoir gagner et tout le reste. Voilà. Il n'y a pas faillite. Voilà. Voilà. Basique. Voilà. C'est eux qui règlent les machines. Qui sont déficitaires. Que vous regardez de loin, hein? Oui. Vous n'êtes pas la réalité. Qui sont déficitaires, qui doivent aux banques et qui doivent au personnel. Plus de 300 personnes sont sur les carreaux aujourd'hui. Maintenant, qu'est-ce que vous allez dire de ceux qui sont venus prendre l'argent pour construire l'hôtel en face de Sarakawa, qui ont disparu? Les mêmes personnes sont venues avec notre concession. On appelle cocotier. Oui, cocotier. Et la pagaille, la pagaille de Pagala, Pomar. Pomar, ils ont disparu, c'est l'argent dans les banques. Et c'est ça, c'est cette chaîne qui continue. Et aujourd'hui, Olam a endetté. Et la SNCT, ça fait, je crois, aujourd'hui, on dit 14 milliards. Vous comprenez? 14 milliards. Ça, ce sont les chiffres de la fédération. Oui, la 14 milliards. Et à 14 milliards, on ajoute autre chose. Et les conséquences sont énormes, Eric. Les conséquences sont énormes. Aujourd'hui, ils peuvent quitter. Vous n'allez même pas les arrêter. Non, comment ça? Non, attendez. Comment? Oui. Mais s'ils sont reconnus de malversation, naturellement, écoutez, leurs partenaires... Ils ont viré, ils ont les informations, ils ont pas les avoir. C'est ce que dit Francisco Nabo. Quand vous allez sur leur compte bancaire, vous ne verrez rien. Il n'y a rien, c'est les dettes partout. Il n'y a rien. Ils n'ont pas investi, ils n'ont pas de construction d'immeubles qu'on dise qu'ils ont construit. Voilà. Quand ils veulent partir, ils partent avec leurs valises et c'est fini. Ce qu'ils ont construit, c'est l'argent qu'ils ont pris dans les banques. Dans les banques, ils ont mis une partie. Et je vous dis que ces sociétés sont de droit togolais. Ce n'est pas une société parisienne où on va dire que bon, au moins de l'autre côté, on aura un procès
et que le Togo peut remporter. Monsieur, Voilà. je voulais lire quelques messages très rapidement sur ce sujet. Il y a un auditeur qui nous dit par exemple que le directeur a accusé ou dénonce le président de la fédération de n'avoir pas soulevé le problème à la réunion. Menteur qui cherche à peindre en noir M. Okorofei en public, pensant que la jeunesse de l'Afrique de l'Ouest ne pense pas avant d'agir. Bon, on voit à peu près là où il va venir, on pourra l'évoquer. Un autre auditeur qui nous dit, bon d'accord, il dit, les faits vous donnent toujours raison. À l'arrivée du groupe Olam, M. Ferdinand avait déclaré que c'est un groupe d'une réputation sulfureuse. À mon avis, et selon plusieurs autres, l'ancien DG pouvait relever les défis de par donc, les performances. C'est ce qu'il dit. Un autre auditeur qui dit que les agriculteurs de coton boycottent la culture de coton au profit de maïs. Mais la filière va tomber. Non, au fait, de tout ce qu'on a évoqué, ce sont des sociétés écrans. Et les gens, les Togolais, les pontes du régime ont intérêt dans ces sociétés. Vous les connaissez? Ça, je ne saurais le dire. Ah mais attendez, pourquoi est-ce que vous le dites alors? Je dis que ce sont des sociétés écrans, sinon on ne peut pas permettre. Mais vous n'avez aucune preuve? Ah bon? Oui, mais vous êtes dans les flux financiers illicites. Oui, mais est-ce que vous avez les éléments pour dire ça? Je ne veux pas te donner les éléments. Ah d'accord, oui, mais quand vous dites que vous ne pouvez pas me donner les éléments, d'accord, mais ce sont des sociétés écrans et qui ont été favorisées par les ponts du régime, qui ont leur intérêt dedans. Vous les connaissez, mais vous ne voulez pas en parler. Le temps viendra. C'est ça, non? Le temps viendra. Elle dit que vous les connaissez, mais vous ne voulez pas en parler. Le temps viendra. D'accord, parce que je voulais juste m'assurer, si vous les connaissez, avant de refuser de ne pas en parler. On a parlé de... avant Olam, il y avait eu la société là, qui est partie. Oui, Poma. Il parle de Poma. Oui. Mais il y en a plein. Il y en a plein. Résidence Cocotier. C'est de l'argent, des milliards dans les banques. Même Radisson Blu, aujourd'hui l'hôtel est là, mais ils ont pris beaucoup d'argent. Posons-nous la question de savoir qu'est-ce que nous faisons au Togo pour avoir autant d'institutions bancaires. Qu'est-ce que nous produisons? Tout là que c'est le blanchiment. Vous savez, Eric, la fédération a son droit parce que elle est actionnaire, même si on dit qu'elle est actionnaire minoritaire, ça fait 6,5 milliards que cette fédération est actionnaire à la NSCT. Normalement, c'est elle qui devait surveiller les intérêts de l'État. Vous savez, le président du conseil d'administration, aujourd'hui, on parle de conseil d'administration, et c'est une haute personnalité et qui, semble-t-il, est absent depuis un moment. C'est qui? Je n'ai pas son nom en tête. Mais oui, donc quand il parle de conseil d'administration, c'est parce qu'il sait quel jeu se joue là-bas. Et il ne peut pas, parce que quand vous vendez juste le coton fibre, selon les estimations que nous avons, c'est-à-dire que le coton fibre déjà permettait à la société de dégager une marge avant de vendre les cotons graines. Maintenant, c'est quelle malice? C'est eux qui achètent tous les intrants pour dire voilà, c'est ce que, alors que on sait, ils peuvent acheter moins cher et venir revendre cher. C'est eux qui fixent le temps où ils vont vendre et acheter et revendre. Et là, ils managent également à leur profit. Donc il y a tout ça. Nous avons écrit sur les licenciements. Mais vous avez des paysans producteurs dont vous avez licencié leurs enfants. Qu'est-ce qu'ils vont faire sur le terrain? Ils vont faire boycotter la chose. Mais les rendements à l'État... Il doit y avoir eu hier une réunion d'urgence, comme dit dans le communiqué, une réunion de crise. Pour l'instant, on n'a pas encore les éléments, la suite, pour pouvoir, dès qu'on aura beaucoup d'autres éléments là-dessus, on reviendra sur le sujet. Il y a un autre qui nous dit, ravi de vous écouter encore ce matin. On est d'ailleurs très ravis d'être à l'antenne ce matin, parce que depuis le midi, on n'arrive pas à parler. Il dit, le problème que rencontre la filière cotonnière est plus profond. Au-delà des conflits de personnes, ce secteur n'est pas épargné par la mauvaise gouvernance notoire qui gangrène le pays. Si Olam n'est pas inquiété,
c'est parce que les gouvernants ils ont leur intérêt. Sinon, comment comprendre que la grève projetée par les cotonculteurs soit suspendue sur l'intervention des mains noires? C'est ce que dit donc l'auditeur. Et voilà. Bon, voilà. Et bon, nous, à 12h dans 5 minutes, on va faire une petite pause. Mais le temps pour moi de lancer ce petit sujet-là, bon, enfin, c'est pas un petit sujet, mais sur la santé. La dernière fois, on a eu comme information que les médecins gynécologues sont en grève depuis bientôt 1 mois, sinon 1 mois, 30 jours déjà. Ils ont suspendu tout ce qui est intervention chirurgicale depuis 1 mois. Parce qu'ils disent qu'ils n'en peuvent plus. Ils sont submergés. Ils n'ont pas de moyens. Mais attendez, est-ce que c'est pas grave ça, Acha Ibrahim? Non, mais le secteur de la santé traverse une grave crise et nous l'avons toujours dénoncé. Et plusieurs fois, nous avons dit que nous avons un problème. Mais on nous dit que tout va bien, non? Bon, oui, je suis très ravi que tu puisses dire, on nous dit que tout va bien. Non, ça ne va pas. Le secteur, quand vous prenez le personnel des hôpitaux, quand vous leur posez la question, on vous dira que ça ne va pas. Ça ne va pas en ce sens que d'abord, il y a un problème de plateau technique, il y a un problème aussi en tout cas, ceux qui travaillent, le personnel, ça manque cruellement dans les centres de santé publics, bien évidemment. Et la plupart du temps, vous voyez des jeunes médecins qu'on affecte dans des localités. Au bout d'1 an, 2 ans, il est déchanté. Et voilà, il part. Vous le retrouvez, il dit il est en Amérique. Il est en Amérique, il est en France, il est parti pourquoi? Et c'est fini. La personne ne revient plus. Et ce sont les assistants, les paramédicaux là qui essaient de jongler dans les centres de santé. Je dis jongler parce que quand vous voyez un assistant entrer en bloc pour une intervention de césarienne, normalement, ce n'est pas son travail. Oui. Mais il le fait parce que, bon, il n'y a personne. Donc, comme il s'y connaît un peu, il essaie de sauver des gens. Et quand c'est géré, la santé, le secteur là est géré comme ça, c'est que ça ne va pas. Mais il y a un patron quand même, non? Mais le patron est dans la philosophie. Il ne peut pas. Mais il est dans la philosophie. Comment la philosophie, c'est médecin? Mais il est médecin philosophe. Tout ce qu'il dit, c'est comme de la littérature. Des réflexions, de la littérature, comme on le dit, comment les appelle-t-on là, les sophistes grecs. Ah, les sophistes grecs. Oui. Ils font de l'alchimie. Ils sont là avec des réflexions, de belles paroles. Oui, il faut réfléchir quand même dans la cité. C'est pas ça la médecine. La médecine, c'est pas ça. C'est la pratique. C'est de la biologie. C'est de l'anatomie. Voilà, c'est ça la médecine. C'est pas la philosophie. Vous comprenez? Quand on va parler en tout cas, c'est pas ça. Moi, ce que la population veut, quand quelqu'un est malade, il va dans un centre de santé, que le médecin fasse le diagnostic qu'il faut et prescrire les médicaments qu'il faut. Je pense que c'est ça. Ou bien, si il y a un problème au niveau de l'organisme, tout ça là, si on arrive à diagnostiquer, s'il faut extraire ça, on estime, et c'est fini, c'est comme ça. Mais quand on est là dans des choix politiques, on dit non, il faut ce plan national de santé, chaque année on ne fait que gaver de ces plans, et finalement on ne voit même pas ce qui est, disons, concret sur le terrain. Vous allez dans une structure sur place, ici, même dans les CMS. La nuit pour la garde, vous voyez seulement un seul infirmier. Même pas médecin. Pas un médecin, un seul infirmier. C'est lui qui s'occupe des ordonnances, c'est lui qui s'occupe du suivi des patients qui sont en soins, c'est lui encore qui reçoit les urgences. Mais non, vraiment, ce n'est pas possible. Je vous ai raconté le cas d'un infirmier que je connais, chapeau à lui, mais une nuit, je l'ai vu en train de travailler. J'ai dit, mais il faut être un extraterrestre pour travailler comme ça. C'est lui qui s'occupait des ordonnances. Tantôt, il est là, on l'appelle là-bas que le sérum de telle personne est fini. Il court, il va, il laisse quelqu'un qui est arrivé pour un cas urgent. Hein. Et il va le sérum, il revient. Après tout, bon, il dit, bon, voilà, on va faire ceci. Mais non, il était dépassé. Il a fait ça là toute la nuit. Parce que j'avais amené un enfant là-bas. Et j'ai vu tout ce qu'il faisait. Non, c'était vraiment... Non, c'est extraordinaire. Alors, je pense qu'il faut revoir... Ils sont au moins 70 paramédicaux qui opèrent dans 19 centres de santé et ils ont suspendu les interventions chirurgicales. Et ils disent beaucoup de choses. Hein. À l'hôpital de Baie,
quota aussi, par exemple, les urgences chirurgicales, gynécologiques et obstétricales sont référées systématiquement au CHU Sylvanus Olympio après 17h. C'est un vrai problème. Je vous donnerai la parole tout à l'heure. Il est 12h sur la radio. Car de tout cœur, nous tenons à vous informer. Taxi FM. Nous sommes sur la radio Génial Taxi FM Le Meilleur, la gare routière de l'information avec Acha Ibrahim, Francisco Napokura et Isidore Sassoua Color. Avant la pause, on parlait de la santé et surtout la suspension des interventions chirurgicales, obstétricales par 70 paramédicaux dans 19 centres de santé. On l'évoquait. Oui, vous voulez placer un mot là-dessus tout à l'heure avant la pause là? Non, cher Gato, oui. On ne peut pas faire la santé dans un pays où les gens se lèvent, qui peut prendre un whisky qui coûte 1 million de francs CFA. Qui ça? Je dis, suivez mon regard. Dans un pays où les gens vivent comme si on était dans le pétrodollar, c'est-à-dire une minorité. Et on veut que les autres fassent le bénévolat. Tous ces gens dont on parle, les paramédicaux, pour la plupart, c'est des volontaires. Et même les médecins, beaucoup sont des volontaires. Et avec quel plateau technique? Avec quel plateau technique? Il y a 5 ans, je crois que le pays a beaucoup reculé en matière de santé, encore reculé. Parce qu'on savait en quelque sorte ce qui était en train d'être fait avant que vers, je ne sais pas quelle année, 2016 ou 2017, quand le chef de l'État a nommé Midji Awa, qui est venu avec son idée de contractualisation, dont on nous vante chaque jour les mérites et les fruits qu'on ne voit jamais. Parce que au moins les fruits de cette contractualisation devaient permettre de renforcer les capacités de nos hôpitaux. On a reculé beaucoup. Et nous le disons, ce n'est pas qu'on en veut à nos frères militaires. Excusez-moi, ce n'est pas qu'on en veut à nos frères médecins militaires. Si on veut avoir un hôpital militaire, qu'on le construise et qu'on les nomme là-bas, chacun suivant son grade. Parce que lorsque vous déposez un militaire à la tête des institutions comme la santé, ici, c'est le CHU Tokoin, le CHU Campus. Et systématiquement, c'est des militaires qui dirigent. C'est des militaires. Et quand on parle de militaires, on dit exécution avant réclamation. Il ne peut pas aller réclamer quoi que ce soit si on ne lui offre pas. Donc laissez les civils à leur place, à la tête des hôpitaux publics. Si vous voulez un hôpital militaire, en construisez. Et nous-mêmes, on encourage... Non, attendez, vous nous avez dit ici, Francisco, que les civils ont démissionné. C'est pour ça que les gens prennent le pouvoir par la force. Donc les militaires peuvent aussi bien gérer que les civils. Mais ce n'est pas prouvé dans le domaine de santé? Non, je dis... D'accord. Je dis, c'est le pouvoir qui donne l'appétit aux militaires. Quand vous mettez les militaires partout, au port, fédération et ministère, il y a plusieurs militaires et choses, hôpitaux, mais l'appétit vient en mangeant. Ils en prendront jusqu'à peut-être un jour la tête. Mais aujourd'hui, pour l'instant, là où nous sommes là, c'est au Togo qu'on voit cette anomalie où il y a des civils et à la tête des institutions qui sont publics, d'accord, qu'on mette des militaires partout. Si je vous dis, même quand vous allez aujourd'hui à l'université de Kara, c'est un militaire qui est directeur de la DAS. Ça a failli se passer ici, à l'université de Lomé, où les gens ont voulu placer un médecin militaire comme président de l'université de Lomé. Ah bon? Il faut arrêter cette chose-là parce que ça plonge le Togo. Je dis, je ne suis pas contre la compétence des frères militaires qui sont des médecins, des chercheurs. Mais je dis, par leur comportement, leur formation, ils ne sont pas habilités à tenir certains postes. Et ce qui se passe, c'est au détriment des civils. Imaginez un jeune
qui rentre par exemple à l'ESSAL, école de formation et voilà, médecine, à partir du moment où il dépasse la première année, il est garanti d'être fonctionnaire, puisqu'il est déjà militaire. En 3e ou 4e année, il prendra son grade de lieutenant. Je ne sais pas si vous voyez. Le civil qui va à la même école, mais qui n'a pas eu la chance d'accéder à l'ESSAL, doit finir 7e année. 7e année avant d'espérer un concours sur les 5 ans ou 10 ans, un concours pour devenir fonctionnaire. Oui. Donc à l'allure, ce qu'on est en train de faire, c'est que le civil qui va à l'école de médecine n'a pas la même chance que le militaire qui est favorisé. Donc ce qui crée ça, c'est un autre débat là que vous amenez. Oui, ça. Si vous voulez, on peut le mener un peu plus tard. C'est tout ça avec un ministre qui est discoureur, comme il l'a dit, mais avec tel ministre, on ne peut aller que de mal en pire. Et c'est extrêmement grave, surtout dans le domaine de la santé. Alors, notre santé est quand même importante et il va falloir que chacun prenne soin de sa santé, comme on a l'habitude de le dire. Ne confiez à personne votre santé sans avoir un droit de regard sur ce qu'il est en train de faire. Alors, il y a un gynécologue en service à l'hôpital de Bec qui a fait un témoignage rapporté par nos confrères de togoburkinews.info. Il dit depuis le 21 mai. Et pour des raisons que vous savez déjà, nous nous sommes retrouvés à 2 médecins gynécologues pour assurer les demandes en intervention chirurgicale d'une maternité qui réalise en moyenne 500 accouchements l'année, sans compter les autres interventions pour lesquelles le pronostic vital des femmes est souvent engagé. 2. Isidore. Vous savez, ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Oui, mais attendez, visiblement, plus les jours passent, oui. Ça accentue ce problème. J'avais eu le témoignage de Roch, qui était le doyen à l'hôpital Sylvain Olympio, gynécologue de son état, qui est décédé tout dernièrement. Il dit que quand vous entrez dans le bloc opératoire, il demande à tout le monde, mais les assistants, d'avoir leur portable. Parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. Il n'y a pas de plateau. La lumière, vous n'avez pas. Ou vous l'avez, ou vous savez quand on va éteindre la lumière. Mais vous devez intervenir. L'eau ne coule même pas dans les... Ça, c'est avant, non? Dans les robinets. C'est pas tout. Mais jusqu'à présent, je ne sais pas, ça continue. Hein. Il faut s'acheter des Piotta. Oui, je me rappelle, il y a Saint-Faute qui avait dénoncé une telle situation avant, mais apparemment... C'est là que ça doit nous interpellons le Saint-Faute. D'accord. De continuer. Ils ont commencé, ils ont fait un bon boulot, que ça continue, il ne faut pas baisser les bras. Mais il me dit parfois, il n'a pas envie d'aller faire une intervention parce qu'après tout, il n'a pas le matériel qu'il faut. Or, ils sont bien formés. Vous n'avez pas le matériel, le plateau n'est pas consistant, mais vous risquez de tuer les gens. Alors, de moyens. C'est pourquoi aujourd'hui, je ne dirais pas, je donne raison à ceux-là qui font grève. Ils n'ont besoin du matériel. On ne peut pas dire à un cultivateur d'aller au champ sans les roues ni coupe-coupe. Il faut leur donner le matériel qu'il faut, les outils qu'il faut pour faire le travail. D'accord. Ça rentre aussi dans le même sillage que l'État a démissionné totalement. D'accord. Monsieur, merci beaucoup. Je voulais avoir votre avis sur un sujet très rapidement avant de donner la parole aux auditeurs pour ceux qui souhaitent nous appeler en direct sur le 92 60 82 80. Mais on n'en est pas encore là. C'est sur le sommet Corée-Afrique. Avant peut-être d'évoquer le discours du président Faure Gnassingbé qui crée un peu la polémique, il semble que des gens
ont interprété mal ce que le président a dit. Donc il y a une forme de recadrage qu'on observe. D'ailleurs, on en a parlé ce matin dans Taxi Media Show avec mes deux confrères Abbas Issaka et Messan et Dosemenou. Mais attendez, finalement l'Afrique, cette jeune fille derrière laquelle tout le monde court là, mais jusqu'à quand elle gardera sa beauté? Chine-Afrique, Inde-Afrique, France-Afrique, ça, on le combat de toutes nos forces, mais on quitte une fille, on quitte un jeune garçon, on va vers un autre jeune garçon, et jusqu'à quand on va faire ça? Bon, mais je pense que ce sont des pays qui ont une vision claire, des enjeux mondiaux, qui ont une vision claire. Ils savent où ils vont, qui ont une vision de l'émergence et surtout de l'influence. Parce que c'est ça, quand on crée, on organise de ce sommet, c'est pour marquer une certaine influence. Turquie-Afrique, parce que la Turquie se sent en mesure maintenant d'influencer la politique générale au plan mondial. Quand on prend la Chine, le Japon, ainsi de suite, et les dragons de l'Asie sont aussi sur cette même lancée. Donc l'Afrique, l'éternel mendiant, ou en fait une vraie opportunité de développement. Pas d'éternel mendiant, mais c'est que l'Afrique, sur le plan mondial aujourd'hui, c'est le continent de l'avenir. Oui, exactement. Voilà, parce que il y a une jeunesse qui est très dynamique, il y a les ressources minières qui sont à profusion, et non exploitées bien évidemment. Et donc, tous ceux qui veulent évoluer sur le plan international, influencer le commerce international, influencer les finances et tout ça là, savent que quand on vient en Afrique, on peut faire vraiment de bonnes affaires. Donc c'est pourquoi à chaque moment on organise de ces sommets-là et on attire les dirigeants qui vont vers là, ils découvrent beaucoup de choses, des opportunités, et c'est là-bas aussi qu'il y a des contrats qui se nouent. Donc ne soyons pas surpris dans les jours à venir si on dit qu'il y a une entreprise coréenne qui a pris un marché de l'agriculture, ou bien qu'on balance sur un chantier de construction et tout ça là, qu'on ne soit pas surpris. Ces sommets sont organisés pour pouvoir avoir de nouveaux débouchés. C'est de la politique. Et en retour, je pense que les États africains aussi devaient déjà commencer par réfléchir à des thématiques comme ça, à organiser des rencontres comme ça au cours desquelles on vante la destination de son pays, on présente les opportunités d'affaires dans son pays, on présente aussi tout ce qu'il y a comme en matière de ressources et tout ça là, comment nouer des partenariats gagnant-gagnant bien évidemment, et de manière à ce que l'État aussi puisse avoir à dégager, à faire des bénéfices, à créer de la richesse pour venir disons, pour essayer de répondre aux besoins des populations. Mais quand on est là seulement, on se balade de sommet en sommet, finalement, peut-être qu'on n'arrivera pas à vendre vraiment les atouts du pays et amener les investisseurs à arriver. L'autre aspect aussi, je voulais terminer par ça, je pense qu'il faut aussi arriver à maîtriser un peu le côté de la corruption. Parce que généralement, quand il y a de ces sommets, les dirigeants y vont, ils trouvent des opportunités d'affaires qui doivent aider le pays, mais notre étonnement est que parfois c'est des individus que ça profite, parce que c'est des individus qui saisissent des opportunités, créent en même temps des structures bidons, et bien sûr avec la bénédiction de l'État, et au finish l'État ne trouve pas son compte, et c'est certains individus seulement qu'on appelle des privilégiés qui trouvent leur compte. Et ça, vraiment, je pense qu'il faut revoir tout ça là et amener les gens à donner des possibilités, des mesures incitatives aux Togolais d'avoir des structures que l'État va accompagner bien évidemment pour que vraiment les investisseurs togolais là soient aussi ce que nous appelons les capitaines d'industrie, parce que jusqu'alors on n'en a pas. Et quand vous scrutez d'autres cieux, vous voyez que c'est grâce à ces sommets et tout ça là que des nationaux trouvent des opportunités, ils sont accompagnés par l'État et ils deviennent des capitaines d'industrie, et ça fait la fierté des pays. Bien sûr. Et revenons, si vous voulez, pour aller vite, puisqu'on a trop peu de temps dans la parole donc, aux auditeurs, sur donc, cette visite du président Faure Gnassingbé, une visite au centre international de l'ONG International Youth Fellowship, où il a échangé avec des jeunes Coréens. Alors, il y a eu quand même une partie de sa déclaration qui a suscité l'émoi un petit peu ici. Beaucoup de commentaires sur les réseaux et consorts. Faure Gnassingbé aurait-il insulté l'intelligence des jeunes Togolais, véritablement?
C'est ce qui transparaît. Même quand vous avez suivi l'élément sur la télévision togolaise, c'est ce qui transparaît. La question que je me pose, pourquoi Faure Gnassingbé a cette façon de parler à l'extérieur, mais ne parle pas au pays? Est-ce qu'il a une fois organisé une conférence de presse ou aller rencontrer la jeunesse togolaise? Il y avait les états généraux qui avaient été programmés, bon, ça n'a plus finalement... Avait été programmé. Oui, bien sûr. Depuis quelques années. Non, même ces rencontres-là, on nous avait appris, dans les années 60, nous avons un PIB plus évolué que ces États, la Chine et la Corée du Sud. Aujourd'hui, c'est nous qui allons vers eux. Donc, c'est un aveu d'échec. Les pères des indépendances vont se retourner dans leur tombe. Les Kwame Nkrumah, les Ivan Olympio, les Lumumba. Mais il faut se poser beaucoup de questions. Quel héritage ont-ils laissé à leurs successeurs? Au point qu'aujourd'hui, l'Afrique est devenue un continent mendiant. C'est la mendicité. C'est la mendicité. Et je n'aime pas Trump, mais il a dit pays de merde. Oui, bon, enfin, en même temps, on ne va pas exagérer. Hein. Non, aucun pays ne peut se développer en autarcie. Peu importe. On est d'accord là-dessus. Mais aujourd'hui, la mondialisation a montré ses limites. Ah ouais? Ah oui. C'est pourquoi quand vous voyez... Mais les États-Unis, aujourd'hui, ils sont plus dans... permettez-moi, comment appelle-t-on ils ne sont plus... Leurs marchés ne sont plus ouverts à tout le monde. Protectionnisme. Mais, oui, le protectionnisme, c'est ça. Ils sont dans ça. Aujourd'hui, qu'est-ce que la Corée du Sud siège? C'est le marché pour pouvoir vendre ses produits et damer le pion à nos petites industries qui ne vont jamais émerger. Ressaisissons-nous. D'accord, très bien. Merci beaucoup Isidore Akolor. Il y a un auditeur qui nous dit allez chercher le nom de famille qui sniffe notre économie. Vous verrez qu'elle est recherchée en Afrique du Sud pour les mêmes raisons. Je pense qu'il parle de... Quand on parlait de Ola, mais... Oui, c'est les Doux. Non, c'est les Gupta. Les Gupta, oui, bien sûr. Oui, c'est un Doux, non? Non, mais ils sont... ils sont de l'Asie là-bas. Bon, c'est pas important. Franco, sur le cas de ce discours du président Faure Gnassingbé dont beaucoup parlent ces temps-ci. Oui. Tout d'abord, bon, moi... Il est 22, on devait s'arrêter à 20 dans la parole aux auditeurs, mais je vous donne 1 minute. J'essaie également d'analyser, d'avoir mon opinion. Oui, bien sûr. Dans la première conception, c'est que j'attaque le protocole de la République. Le protocole, qu'est-ce qu'il a fait? Si, le protocole a son rôle. Parce que déjà, d'entrée, le chef de l'État même a dit qu'il est surpris de l'accueil. Parce que c'est juste venir rencontrer une petite population, 2 ou 3 personnes, comme ils ont l'habitude de le faire à Lomé, mais ils se retrouvent devant 1 millier mais il est ravi d'étudiants. Ça n'a pas déplu. Bien sûr qu'il est ravi, mais surpris, c'est que le protocole n'a pas fait son travail et qu'il soit préparé. Vous savez, même un prêtre qui dit une messe tous les jours a un temps de concentration et un temps de préparation. Donc, on n'improvise pas aussi facilement un discours devant un tel nombre de personnes. Maintenant, quand nous allons dans l'analyse du contenu, d'abord il y a une bande qui a circulé où on a chanté en Mina comme si c'était les Coréens qui chantaient et autres. Et c'est des Coréens qui chantaient en fait. Voilà, qui a fait un montage qui prend juste la partie où le chef de l'État a dit je souffre de ce problème autour de mon continent. Donc un problème de communication. Tout à fait. Maintenant, quand on parle globalement de la communication, personnellement, je n'ai pas trouvé tellement de pertinence
Ok. Dans le message. Oui. En ce sens que aujourd'hui, les jeunes Coréens auront peur en voulant peut-être entreprendre ou bien en voulant correspondre avec les jeunes de la sous-région. Que les jeunes de la sous-région ou du Togo ne réfléchissent pas avant d'agir, c'est ça? Oui, mais pour aller dans ce qu'on faisait comme correspondance, avant de choisir quelqu'un vers ici, pour correspondre et autres, on va déjà avoir ce reflet, n'est-ce pas, et dans la tête. Et ça, ça constituera un handicap pour le lien qu'il a bien voulu, disons, tisser entre les deux communautés. Et puis quand on va loin, les jeunes dont il s'agit, on se rappelle ici que Eyadema avait sa génération. Qu'on disait, la génération Eyadema, c'est les gens qui sont nés en 67. Donc je crois lui-même, il en fait partie. Et cette génération, je crois, était une gloire pour Eyadema jusqu'à sa mort. Puisque à chaque défilé, il y a génération 67, il y a des événements, ils doivent marquer, n'est-ce pas, la gouvernance, le règne d'Eyadema. Donc cette génération, ces jeunes dont on parle, je crois que ça doit être des jeunes qui ont 19 ans et plus, donc peut-être plus 5 ans, parce que quand on parle de génération... Il s'agit des jeunes qu'on a arrêtés la fois dernière. Bon, si c'est ça... emprisonné. Attendez, si c'est ces jeunes, si c'est de ces jeunes et que le chef de l'État parle, donc on doit se questionner. Oui, il y a beaucoup d'interrogations. Il y a beaucoup d'interrogations parce que c'est cette jeunesse... On n'a pas le temps naturellement de pouvoir aborder toutes les facettes c'est cette jeunesse de ce sujet-là. Qui constitue sa génération. Parce que ça peut aussi nous amener à questionner l'éducation. Voilà, c'est cette jeunesse, non, c'est ce que je dis, c'est cette jeunesse qui constitue sa propre génération, c'est qu'il est venu au pouvoir en 2005, n'est-ce pas, ce qui dit que ces jeunes qui ont moins de 30 ans font partie de cette génération. Donc, jeunes qu'on voit qui a conduit cette jeunesse à ce niveau. Et si je conclus, c'est que dans la population togolaise, selon les statistiques qui est passée, c'est-à-dire que des derniers recensements, il se fait que la population togolaise est majoritairement jeune, par exemple. D'accord? Et c'est cette jeunesse dont il s'agit aujourd'hui. Qui peut-être a donné les 108. Oui. Les 108. Oui, cette jeunesse doit faire partie massivement. D'accord. Donc, si elle n'est pas réfléchie, les 108 députés. Un problème se pose. Oui. Je regrette qu'on ne puisse pas aborder toutes les facettes de ce sujet-là. La semaine prochaine, si tout marche bien. Parce que ça pose beaucoup de débats. Pas pour accuser qui que ce soit, mais ça pose beaucoup de débats, ça pose beaucoup d'interrogations. On pourra revenir là-dessus la semaine prochaine. Vous voulez ce mot 30 secondes, s'il vous plaît? Oui, bon, c'était pour dire par rapport à la vidéo que la vidéo intégrale n'a pas été postée. C'est une capsule. Oui. Et au niveau de cette capsule-là, c'est là où il y a eu problème. Oui, cette capsule, c'est pas nous qui l'avons posée. Oui, mais il y a eu la capsule. La capsule n'est pas allée loin. Le community manager, il me semble, qui a posé. Oui, le community manager qui a publié ça. Mais la capsule ne renseigne pas sur le contexte dans lequel le chef de l'État a prononcé ce discours. Parce qu'il est allé dans un centre qui forme les jeunes leaders, dans un centre qui fait l'accompagnement des jeunes et qui est dans ce que nous appelons la citoyenneté, le leadership. C'est-à-dire les enfants d'aujourd'hui seront les leaders de demain. Donc il faut les préparer à devenir des leaders. C'est ce que ce centre fait. On reviendra. Vous comprenez? Donc en parlant du terrorisme, de l'extrémisme violent, c'est ce qui détruit la jeunesse. Et c'est vrai, c'est un fait réel. Ce que nous constatons dans le Sahel, ce que nous constatons dans certains pays où les jeunes sont prêts à prendre des armes contre leur propre population, contre leurs propres frères, contre leur communauté. Bien sûr. Et la raison. La raison, c'est que les jeunes ne sont pas accompagnés. Ne se retrouvent pas. Bien évidemment. Ne se retrouvent pas dans la gestion de la nation. Non, pas ça. C'est parce qu'il n'y a pas une formation. Je vous donnerai une occasion. Je vous donnerai une occasion. La population ne retrouve pas dans la gestion de la nation. On aura l'occasion de revenir sur ce sujet-là. Je suis totalement conscient que c'est un vaste débat donc, autour de ce discours-là. On va prendre celui qui est au téléphone. Allô? Allô, Jerry. Oui, bonjour Jerry. Comment allez-vous? Je vais bien. Très bien. Concernant le sommet Corée du Sud-Afrique, allez-y. Tu parlais d'une jeune fille qui va de garçon en garçon. Et si vraiment tu es sûr de ta beauté,
Tu restes dans ta maison, ils viennent sonner. Et tu ouvres la porte. Ça, c'est avant, hein? C'est avant. L'Afrique est là, en train de courir derrière les gens. Alors qu'on sait que notre continent regorge des meilleures ressources de ce monde. Même assis chez nous, ils viendront. Mais la question qui se pose, après 63 ans d'indépendance, 65 ans d'indépendance, on n'est pas encore arrivé à savoir ce qui se trouve dans nos ressources, dans nos sous-sols. C'est les Blancs qui doivent venir avec leurs machines pour détecter ça. Ça ne se passe plus en Chine comme ça. Quand ils envoient 100 personnes à l'étranger pour étudier, quand 99 reviennent chez eux. Pour d'abord étudier, c'est voler la technologie. D'ailleurs, ils rentrent. Et nous, je tombe sur Olam, on amène ces Indiens-là et ils pillent nos ressources. D'abord, ils sont exemptés de taxes. Donc, tous les revenus, c'est rapatrié. Alors qu'on sait que, oui, tout ce qui est dans la zone franche, ils ne payent pas d'impôts. Les grandes entreprises ne payent pas d'impôts. Alors qu'on doit donner le pouvoir aux PME, qui créent la majorité d'emplois. 5 emplois créés par ici, par Eric, 5 par Acolor, 5 par... c'est ça qui crée l'emploi. Les autres, ils sont dans la logique de profit. Une fois que leur action bouge un peu d'en haut, en bas, ils licencient les gens. Nous avons du personnel à l'étranger, des gens qui ont étudié à l'étranger dans tous les domaines. Dépolitisons les choses. Ramenons ces gens-là. Prenons un risque sur eux. Donnons-leur les moyens, c'est-à-dire mettre l'argent sur eux, au lieu de favoriser ces Indiens. Très bien. Merci beaucoup, Jerry. Merci de nous avoir appelé. On va prendre encore un dernier auditeur avant de rendre l'antenne. Il y a un auditeur qui nous dit: nous avons des gouvernants qui agissent avant de réfléchir. Ce n'est pas que la jeunesse. Le secteur de la santé a beaucoup de problèmes qui devraient en amont être réglés avant l'adoption de l'assurance maladie universelle et qui vient mettre donc en mal les conditions de vie des pauvres salariés. Ils prélèvent les 5% pendant que les prestations ne sont pas ou presque bénéficiaires pour les assurer. Et ça fait l'affaire de la minorité qui va encore engloutir des milliards sur des taux des citoyens. Allô? Bonjour, Eric. Oui, bonjour. Comment allez-vous, cher ami? Je vais bien. Je salue les invités. Très bien. Votre prénom? C'est Karim, le Monsieur taximan. Karim, allez-y. Eric, vous savez qu'il faut qu'on se dise la vérité. Ce pays... Vous allez éteindre un petit peu vous diminuer le volume de votre récepteur. Sans vous mentir, ça ne va pas. Il faut qu'on ait le courage de dire à nos gouvernants que ça ne va pas. À peine tu sors avec ton taxi et tu reviens à la maison, peut-être avec 5 000 ou bien 3 000, alors que le taxi s'était campé. Tu vas lever l'argent du propriétaire, tu as payé le carburant à la station et tu as dit la soirée tu vas payer. Eric, ça ne va pas dans ce pays. Il faut qu'on dise la vérité à nos gouvernants. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Et qu'ils trouvent des moyens pour... Il y a les taxes partout. On paye les trimestres, au tiers, visite technique, assurance, la DSR. Et ça là, malgré ça, ça ne va pas. Nous, on a nos permis. Maintenant, imagine, ils ont décidé d'acheter, c'est les mêmes autorités qui achètent les gnognobi, les motos, là, les profils là, pour donner aux gens. Alors, voilà. Pour vous concurrencer. Ils n'ont même pas, il y a d'autres qui n'ont même pas la nationalité, ni la naissance. Nous, on s'est débrouillé, avoir le permis. Alors, je ne peux pas avoir le permis, on nous donne un taxi maintenant. Et voilà, ce genre de personnes prend 6 personnes jusqu'à Kévier. Si tu prends 6 personnes, on t'arrête. Et quand ils arrivent au péage, ils payent 100 francs. Alors que c'est même tarif. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter tout ça dans ce pays? D'accord. On demande pardon à nos gouvernants. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Monsieur Kader, ça ne va pas. Merci beaucoup, Monsieur Kader. On a compris le fond de votre pensée. C'est vrai que c'est un petit peu la colère. Et il invite également à l'autorité. Oui, mais il est désolé de ce qui se passe dans le pays. Oui, il est un peu, voilà, on comprend. On prendra plus d'auditeurs. Le débat, on va relancer le débat la semaine prochaine et on aura beaucoup plus de temps. On y consacrera beaucoup plus de temps pour pouvoir évoquer toutes les facettes. Messieurs, merci d'être venus ce matin. Merci beaucoup, Isidore Acolor. Merci à toi.
Parce que la semaine prochaine aussi, on parlera de ces universités qui ont commencé par parler véritablement aujourd'hui. Oui. C'est important. On les a appelés, interpellés, on les a, à la limite, on les a mis les pieds dessus, quoi. Et ça commence pas à parler. Ils commencent pas à sortir de leur gants. Ah oui, c'est ça. C'est ce que vous avez écrit ce matin donc, dans votre journal Actu Express. Merci beaucoup, Wacha Ibrahim. Merci à Francisco Napokura. C'est un réel plaisir. Tout à l'heure, dans 10 minutes environ, le journal parlait sur la radio. Je ne sais pas avec qui, avec Hugues Vignon-Atipou ou avec Nicolas. Attends, je ne sais pas trop, excusez-moi. Mais je serai là avec Maître Florent Avocat à 13h. On parlera de la spiritualité. Et puis à 15h, avec Prophète Adatara, toujours de la spiritualité. Appelez-moi Saint-Érigato. À bientôt. On est ensemble jusqu'à 16h.